Quand une patiente vient me voir en me disant bonjour docteur, je veux prendre aucun risque de grossesse, je veux la méthode la plus fiable, je lui proposerai certainement pas cette application. Bonjour et bienvenue dans Club Internet, le podcast de Numérama, consacré à la tech, à la pop culture et aux sciences. Je suis Nali Le Sage, journaliste et animatrice de ce programme. La saison 3 se poursuit avec un nouvel épisode où l'on parle aujourd'hui de contraception et d'applications mobiles. Pour en discuter, je reçois aujourd'hui Marion Tisserand, chercheuse spécialisée dans le genre, et Samantha Quirin, gynécologue. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Comment ça va ? Ouais, ça va. Ça va bien. Il fait beau en plus aujourd'hui, donc je vois que vous avez le sourire. On enregistre par un beau soleil. Écoutez, rentrons dans le vif du sujet. Depuis quelques années, on voit se développer des applications dédiées au suivi menstruel et à la contraception. Alors je donne quelques noms comme ça en vrac pour nos auditeurs, auditrices. Clue, Flow, Glow, Natural Cycles par exemple en font partie. Et du coup, moi j'ai envie de vous poser une question à toutes les deux. Est-ce que ces applications sont des contraceptions ? Alors, qui répond en premier ? Eh bien, Samantha, je te laisse répondre en premier. Alors, c'est pas une contraception que nous, les gynécologues, on aime conseiller, parce que c'est vrai que les méthodes naturelles sont réputées moins efficaces, évidemment, qu'une contraception hormonale classique. D'ailleurs, qu'une contraception non hormonale comme le stérilet aussi, par exemple. Et c'est vrai que mal utilisées, elles peuvent conduire à des grossesses non désirées, ce qui est du coup pas le but d'une contraception. Et en plus de ça, très souvent, pour être le plus efficace possible, elles sont vraiment extrêmement contraignantes. Donc c'est vrai que spontanément, c'est pas quelque chose que moi en tout cas je conseillerais à une patiente. Je le conseillerais après une discussion, en comprenant les motivations de la patiente, le pourquoi elle voudrait se tourner vers une méthode naturelle et en lui expliquant bien les risques auxquels elle s'expose avec ce genre d'application. Et toi Marion, de par tes recherches donc dans le genre, peut-être que tu vas nous expliquer exactement ce que c'est par rapport à la sociologie, est-ce que tu as rencontré des gens qui considéraient ça comme des contraceptions ? Alors tout d'abord les recherches en genre, donc c'est assez proche de la sociologie, ça fait partie des sciences sociales. On utilise principalement les outils des sciences sociales et on s'en sert pour observer donc une communauté, comme par exemple des personnes qui pratiquent les méthodes aujourd'hui qu'on dit naturelles. En tenant compte des stéréotypes qui peuvent être associés aux femmes et aux hommes. Voilà pour la question du genre. Alors, sur cette première question qui est d'emblée très polémique, moi je pense qu'il est important de différencier donc les applications de suivi des règles et de la fertilité des méthodes de contraception dites naturelles, parce qu'en réalité on voit qu'il y en a qui font un suivi des cycles sans pour autant se revendiquer d'une méthode naturelle, et inversement des personnes qui pratiquent des méthodes dites naturelles sans utiliser une appli. En fait, ça se croise. Et on bute tout de suite à la problématique de qu'est-ce que c'est une méthode de contraception dite naturelle. Et là-dessus, les définitions varient beaucoup. Le gouvernement, par exemple, va dire que globalement, c'est l'idée de repérer l'ovulation pour éviter d'avoir des rapports fécondants à ce moment-là. Mais on voit, par exemple, l'OMS qui n'a pas cette définition de naturel qui va distinguer les contraceptions modernes des contraceptions traditionnelles. Ce qui fait que naturel, ça veut pas dire grand-chose. En tout cas, pour les enquêtés que j'ai pu rencontrer et les sociologues qui travaillent là-dessus, l'idée, c'est en tout cas des méthodes qui risquent pas de toucher à l'intégrité, en tout cas qui minimisent les risques de toucher à l'intégrité du corps. Du coup, j'ai rencontré ces personnes qui pratiquent à la fois des personnes qui utilisent des applications de suivi des règles et à la fois des personnes qui pratiquent ces méthodes dites naturelles. Et donc sur la question de est-ce qu'on peut utiliser des applications comme contraception, eh bien tout de suite je différencierais en fait les applications. En fait, elles sont vraiment très variables. Par exemple, moi, j'en ai rencontré avec mes recherches deux particulièrement, c'est Clue
et Sympto. Et en réalité, elles ne correspondent pas aux mêmes méthodes de contraception. Et Clou, par exemple, c'est une application qui est prédictive, qui va prédire l'ovulation et les prochains saignements en fonction d'un calcul d'une moyenne des précédents cycles. Donc, en fait, c'est la méthode des températures. L'autre application que j'ai rencontrée, qui est Sympto, elle se base sur la méthode symptothermique, et donc qui ne fait qu'une validation de l'ovulation à partir de 3 critères. Donc évidemment, ce n'est pas les mêmes taux de fiabilité. Sur la méthode des températures, on est à 75% en efficacité courante selon l'OMS. La symptothermie, on est sur 98% d'efficacité courante selon l'OMS. Et du coup, juste t'interromps, tu parles des méthodes naturelles symptothermie. Est-ce que Samantha, tu peux nous expliquer en quoi consistent ces méthodes si on ne sait pas ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors en fait, la symptothermie, c'est une combinaison de toutes les méthodes naturelles qui existent, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle va se baser sur la date des dernières règles, la durée moyenne du cycle, la durée des règles, mais aussi effectivement la prise de température et l'observation de la glaire cervicale. Alors, c'est pas très glamour. Et qu'est-ce que c'est du coup la glaire cervicale pour les gens qui ne savent pas? La glaire cervicale, c'est un espèce de mucus qui est produit au niveau du col. Et ce mucus, en fonction du taux d'hormones, va avoir une consistance plus ou moins différente. On dit qu'au moment de l'ovulation, elle est plus fluide, plus filante. Donc on demande aux patientes de regarder leur perte vaginale et de constater une différence de qualité, une différence de fluidité de ces sécrétions. Et c'est l'obstacle majeur qui est rapporté là-dedans. Déjà parce que la qualité de la glaire et la consistance de la glaire, c'est quand même assez subjectif. Entre quelque chose de fluide, de plus épais, c'est pas toujours très évident de faire le distinguo quand on est une patiente. Et en plus de ça, c'est pas quelque chose qu'on aime spécialement faire tous les jours. Donc c'est pour ça que je disais que c'est des méthodes qui sont assez contraignantes et qui peuvent en fait en décourager plus d'une. En tout cas, à le faire entre guillemets correctement, sans aucun jugement de valeur, mais c'est simplement que pour atteindre les 98%, il faut être vraiment extrêmement carré sur la prise de température, l'observation des glaires, bien noter son premier jour des règles, la durée, etc., etc. Et du coup, en parlant de cette méthode des températures, récemment, il y a une application dont vous avez parlé qui s'appelle Natural Cycles, qui a été reconnue comme un dispositif médical, donc un moyen de contraception, aux États-Unis par la Food and Drug Administration, donc l'organisation chargée de tout ce qui est en fait des éléments médicamenteux et alimentaires aux États-Unis. Ça a été donc reconnu comme un dispositif médical en août 2017. C'est une application qui fonctionne avec un thermomètre, selon cette méthode dont tu parlais, Samantha. En fait, finalement, est-ce qu'on peut pas se dire en voyant ça que c'est après tout une méthode de contraception naturelle, comme une autre ? Alors pour moi, rien de nouveau sous le soleil, c'est des choses que les femmes font depuis des années et des années, sauf qu'avant, elles avaient un carnet, un agenda, un papier, un crayon, et ça marchait tout aussi bien. Là, effectivement, c'est une aide parce que les applications, elles permettent de rentrer des données pré-remplies, en fait. Elles vont dire, voilà, quelle est la date des règles, quelle est la durée, quel est le flot du jour, quelle est la consistance de la glaire, quelle était la température. Elles peuvent aussi renseigner sur d'autres symptômes comme les douleurs mammaires, les maux de tête et ainsi de suite. Et du coup, ça permet à la patiente d'être exhaustive, mais l'un dans l'autre, finalement, c'est quelque chose qu'on faisait déjà depuis longtemps. C'est une aide pour moi, c'est pas non plus, on peut pas dire que ça révolutionne le paysage des contraceptions naturelles, et loin de là. C'est plus, pour moi, c'est plus une opportunité, quelque chose qui a été mis sur le marché parce que en ce moment le courant et la volonté des patients, c'est justement de s'écarter un peu de la surmédicalisation et aussi des hormones et effectivement, comme tu disais, de tout ce qui peut toucher à l'intégrité du corps. Et c'est un peu un marché qui a choisi de se dire tiens, c'est le bon moment, on va profiter et mettre à la disposition des patientes ces applications. Et toi, Marion, qu'est-ce que ça t'inspire, cette application donc, reconnue comme un moyen de contraception ? Personnellement, pas grand-chose. C'est vrai que moi, j'ai pas de jugement-valeur à apporter là-dessus. Ou en tout cas, qu'est-ce que ça peut peut-être apporter aux utilisatrices, vu que c'est toi ce qui t'a intéressé dans ta recherche. Est-ce que tu dis que du point de vue, est-ce que ça peut peut-être changer la vision d'une potentielle utilisatrice, de se dire, tiens, finalement, c'est reconnu, donc c'est un outil que je pourrais utiliser comme un autre moyen de contraception, en fait. Complètement, l'enjeu, il est là-dessus pour ces applications, de se faire reconnaître en tant que contraception et pas seulement en tant que suivi des règles.
Sympto a été accusé d'ailleurs aussi là-dessus. Donc évidemment que ça donne un crédit en plus à ces applis de reconnaître qu'elles sont une contraception plutôt que simplement dire un suivi de la fertilité. Après, c'est vrai que derrière, on sent poindre là derrière l'idée que en reconnaissant que c'est une contraception, on protège, les personnes se protègent d'une grossesse non désirée. Donc derrière, il y a l'idée quand même qu'il faudrait limiter les grossesses non désirées. Et ça, c'est une politique de santé publique qui est inscrite encore une fois, dans des rapports de pouvoir. Donc en fait, simplement être conscient de tous ces enjeux-là. Après, sur la reconnaissance ou pas des applications comme contraception par des institutions, au final, je pense que ça a peu d'impact sur les enquêtées que j'ai rencontrées, puisque justement, elles sont dans une idée de plus dépendre des institutions, notamment médicales. Donc en fait, je pense que l'impact est assez limité. Ouais. Justement, ce que tu soulèves, c'est intéressant parce que j'ai un petit peu regardé par curiosité sur YouTube s'il y avait des témoignages d'utilisatrices de ces fameuses applications. Et effectivement, on trouve des témoignages que je vais vous montrer tout de suite, vous faire écouter. Plutôt, montrer, ça va être un peu difficile. Comme je le disais, si vous ne voulez pas vous tracasser avec votre méthode de contraception ou votre méthode de contraception naturelle, Natural Cycles est une excellente option. Globalement, j'adore l'idée que nos options de contraception naturelle se multiplient. J'aime que nous ayons de nouvelles technologies, des applications ou des appareils qui nous aident dans notre voyage pour avoir une contraception sans hormones synthétiques. Pour moi, la symptothermie a vraiment été un déclencheur d'un changement de mode de vie total. J'ai appris vraiment à écouter mon corps, à être en communion avec lui. Et la symptothermie aujourd'hui m'accompagne au quotidien. Voilà, du coup on entend dans ces témoignages des femmes qui font vraiment confiance à ces méthodes, qui disent qu'elles se sont retrouvées. Toi notamment Marion qui a travaillé avec des enquêtés qui avaient peut-être des discours semblables. Voilà, qu'est-ce que ça t'inspire d'entendre ça et pourquoi elles leur font confiance à ces applications? C'est vrai que du coup ça me fait penser sur Natural Cycles juste avant. Derrière il y a aussi l'idée de la responsabilité des compagnies et notamment Natural Cycles a été poursuivi pour des grossesses non désirées. Donc la question derrière elle est aussi la question de la responsabilité en cas de défaillance du système. Alors à qui attribue la défaillance? Est-ce que c'est à l'application? Est-ce que c'est à la personne? Voilà. C'est tout un enjeu, effectivement. Donc c'est vrai que en fait, il faut quand même remettre dans le contexte que ces applis, elles gagnent énormément de terrain, parce que Clou, il y a 1 million de personnes qui utilisent quand même à travers le monde. Et puis en parallèle, donc ce retour à la nature, entre guillemets, et on le voit avec le succès, que ce soit les serviettes lavables, les coupes menstruelles, ou plus globalement l'alimentation bio, végétarienne, etc. Ce qui est sûr, c'est que pour les enquêtés que j'ai rencontrés et qui font ces méthodes, il y avait une déconnexion avec leur corps, avec leur cycle, et elles ne comprenaient pas ce qui se passait en bas. Je cite, elles disent je croyais que mon corps me disait que j'étais enceinte, avec tout un tas de croyances aussi au planning. J'ai eu des personnes qui me disaient qu'elles observaient, qu'elles étaient en train d'ovuler, et je lui dis comment tu sais? Ah ben c'est écrit sur mon appli, et en réalité elle est sous pilule. Donc on se retrouve avec des applications même qui déclenchent des symptômes. Voilà. Par contre, c'est vrai que en notant les régularités de leur cycle, en observant des régularités, donc globalement sur ces applis, ça va leur permettre d'objectiver des ressentis et de se rendre compte qu'à toutes les périodes, elles ont tel comportement, telle humeur, etc. Et ça donc c'est contestable de naturaliser comme ça des comportements en fonction des variations hormonales, mais en tout cas ça leur permet de se reconnecter, ça c'est leur terme, se reconnecter, se réapproprier leur corps, se réapproprier leur fertilité, et elles parlent même d'empouvoirment, c'est un terme d'empowerment. Donc on voit aussi cette envie de comprendre ce qui se passe et de se réconcilier en quelque sorte avec ça. Samantha, est-ce que parmi tes patientes, tu as des femmes qui utilisent enfin des femmes d'ailleurs, ou des hommes? Il faut rappeler que les personnes menstruées ne sont pas nécessairement des femmes. Est-ce que tu as des personnes qui utilisent ces outils et qui justement t'en parlent de cette manière en te disant c'est une manière de me reconnecter à mon corps, de me sentir empowerée peut-être? En tout cas, d'avoir cet empowerment, voilà, c'est la bonne. Alors de fait, très peu. C'est vrai que
c'est pas encore popularisé au tout venant, je pense. Par contre, ce qui est très vrai, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment cette volonté de s'éloigner des hormones et, comme le dit très bien Marion, de comprendre comment le corps fonctionne. Et ça soulève une question un peu plus profonde encore, c'est tout ce tabou qui a été fait autour du corps féminin, des règles et du cycle, et toutes ces choses qu'on enseigne avec un point de vue extrêmement scientifique à l'école pour expliquer vraiment, on va dire, seulement des faits. Et l'un dans l'autre, on se rend compte que dans tous les milieux, finalement, les femmes ne comprennent pas très bien ce qui se passe, pourquoi ça se passe. Et c'est vrai qu'on a cette espèce de carcan ou d'inconscient qui dit que la pilule, ça sera la première contraception, et puis puisque ma mère a pris la pilule, moi aussi, et on ne se pose pas la question, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est une réelle volonté des patientes aujourd'hui de vouloir comprendre, en plus de la récente polémique qu'il y a eu sur les hormones et sur la méfiance que ça a créé sur la surmédicalisation et l'utilisation de ces hormones. Donc c'est vrai que de soi, j'ai pas beaucoup de patientes qui utilisent ces méthodes, mais pour faire un tout petit glissement de sujet, j'en ai quand même beaucoup qui se tournent vers des contraceptions non hormonales, comme le stérilet au cuivre par exemple, et un peu dans la même volonté de se réapproprier son corps. C'est vrai qu'effectivement, ça reste une intervention médicale avec la mise en place d'un dispositif dans l'utérus, c'est certain, mais on retrouve un cycle naturel, on retrouve sa manière de fonctionner à soi, son ovulation, ses sensations, ses douleurs, sa qualité de peau, sa qualité de cheveux et les petits désagréments que ça peut aussi parfois comporter d'arrêter les hormones. La démocratisation de ces applications, finalement, c'est plus un symptôme de cette envie de renouer avec son corps. Pour moi, oui, c'est pas parce que les applications sont sorties que les femmes ont envie de le faire. C'est parce que les femmes ont envie de le faire que le marché s'est développé et le marketing a surfé un peu sur cette vague. Mais un peu tard, et peut-être qu'on pourra en reparler un peu plus tard dans l'émission, j'aurai quelques questions à vous poser à ce sujet. Marion Tisserand, dans tes travaux, tu parles justement du rôle de cette e-santé pour s'informer autrement. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'avec les applications, alors ça va être un peu provocateur, mais est-ce que le gynécologue, il redevient un choix parmi d'autres et qu'il serait sur un pied d'égalité avec ces outils ? Oui. C'est clair qu'il y a l'importance du numérique dans l'histoire. C'est pas seulement observer son cycle sur un papier. Et on le voit, les communautés Facebook jouent un rôle essentiel dans le choix et le maintien dans ces méthodes de contraception dites naturelles. Et donc ça, ça s'inscrit dans la mouvance donc, d'une remise en question du pouvoir médical et ce qu'on appelle la création d'un second système de connaissances de e-santé qui est théorisé par Eisenbach. J'ai oublié la question. En fait, voilà, je me demandais si du coup, comme on a ce système qui se met en place, est-ce que ça revient à dire que c'est un choix parmi d'autres dont fait partie, en tout cas, le corps médical. Bon, ça, du coup, oui, ça concerne vraiment la e-santé particulièrement. Mais en tout cas, l'idée, c'est que jusque-là, c'était les médecins qui détenaient la connaissance sur nos corps. Et là, l'idée, c'est que non, moi aussi, je peux m'informer, j'ai accès à des informations, donc qui sont vraies ou pas, mais en tout cas, ça rééquilibre en quelque sorte les rapports de pouvoir qui sont en jeu entre médecins et patients et patientes, parce qu'on sait qu'il y a des rapports de pouvoir, ça c'est des travaux, notamment dans la contraception, notamment des enjeux de genre, je pense aux travaux de Cécile Ventola ou Yael Amselem-Mingui. En tout cas, les médecins apparaissent comme des experts face à des personnes qui sont là pour recevoir un diagnostic. Et la contraception a ce site très particulier que les personnes viennent et disent « non, je veux ça ». Et c'est un rapport qui est complètement inversé avec le rapport traditionnel d'un médecin qui te dit « tu as ça, donc tu prendras ça ». Donc c'est vrai que ce système de e-santé qu'on retrouve avec les forums Doctissimo, beaucoup plus largement, ou les communautés Facebook, parce que là, par exemple, Symptothermie, c'est énorme, elles sont 10 000 tous les jours à échanger sur leur glaire, sur comment elles vivent leur cycle, etc., en dehors de tout contrôle médical. Et ça, c'est la création d'un second système de connaissances, on appelle, qui permet de rééquilibrer un peu ces pouvoirs. J'imagine que sur cette question, Samantha, tu as un avis à donner ? Alors oui. Probablement pas un avis complètement neutre, étant donné que je suis médecin. Ce que dit Marion et qui est très vrai, c'est qu'effectivement, il y avait une espèce de rapport de pouvoir dans la médecine telle qu'elle était pratiquée et envisagée il y a quelques années. J'aimerais pouvoir dire quelques dizaines d'années, mais
malheureusement, il y a encore des générations de médecins qui pensent pas encore comme ça. Et effectivement, les femmes... En fait, la grosse différence entre la gynécologie et une spécialité médicale autre, c'est que, et comme le dit très bien Marion, quand on a, j'en sais rien, un rhume, une infection, un cancer, on est malade. On vient avec un symptôme, une question, et le médecin apporte un traitement. Et les patientes en gynécologie ne sont pas malades. Elles n'ont pas elles n'ont pas un problème à régler, elles n'ont pas une mise en danger de leur santé à régler, et le rapport, en tout cas dans ce genre de consultation, devrait effectivement être égalitaire. Et pour être égalitaire, ça nécessite un background de connaissances que tout le monde n'a pas et que tout le monde ne peut pas avoir pour défaut d'accès, pour difficultés de discussion au sein de la famille, pour des tas de raisons. Et du coup, effectivement, ces applications, les forums et les communautés peuvent permettre aux patientes de s'informer de manière plus neutre, on va dire, et sans la peur du médecin, la peur d'être jugée et tout ce que ça peut entraîner, la visite chez le gynécologue. Ça aussi, c'est un peu digressé, mais ça a été très d'actualité, tout ce qui était violence gynécologique et obstétricale. Et on arrive face à des patientes qui en ont la peur d'aller consulter. Donc je pense que c'est une très bonne chose que ça se démocratise et que ça se popularise avec... toujours quand même une certaine crédibilité. Par exemple, j'avoue que moi j'ai un peu de mal avec les forums Doctissimo parce que souvent ce sont d'autres patientes qui conseillent d'autres patientes. Et parfois les conseils ne sont pas forcément très réalistes ou très vrais. Mais en tout cas, je trouve ça très bien que les patientes puissent avoir accès à une information de manière plus facile. Par contre, une application ne pourra jamais remplacer un examen médical, et notamment en gynécologie, c'est des femmes qui ne sont pas malades. On organise un dépistage par frottis, et ça ne peut pas être fait via cette application. Et je pense qu'effectivement, le médecin a toujours sa place. Après, chez la femme jeune, sans symptômes, sans antécédents, l'adage de « il faut aller chez le gynécologue tous les ans », pour moi, est complètement éculé et complètement à revoir. Donc il faut prendre ces applications avec du recul sans pour autant les stigmatiser, c'est ce que tu expliques. Exactement. Ça me fait penser notamment à un article, c'est le Huffington Post qui en parlait justement après ces problématiques liées à des femmes qui sont tombées enceintes en utilisant l'application Natural Cycles. Et l'argument de cet article était intéressant, c'était de dire qu'il ne faut pas non plus trop stigmatiser cet outil. Est-ce que c'est pas plutôt la connaissance que ces femmes avaient de leur corps qui a fait qu'elles sont tombées enceintes? Est-ce qu'on peut pas aussi faire une comparaison un peu mieux avec d'autres moyens de contraception qui ont aussi des fois des limites, tout simplement? Et voilà, un peu cette idée que est-ce que c'est pas tant, est-ce qu'il faudrait pas, au lieu de développer l'outil, plutôt se demander d'abord si les femmes étaient bien au courant de ce que c'est une méthode naturelle, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est un argument recevable? Alors oui et non, parce que effectivement, la question à se poser, c'est est-ce qu'elles étaient bien informées? Mais dans la mesure où l'application se présente comme une méthode de contraception, c'est aussi son rôle d'informer la patiente des limites de cette méthode. Quand une patiente vient me voir en me disant bonjour docteur, je voudrais, je veux prendre aucun risque de grossesse, je veux la méthode la plus fiable, je lui proposerai certainement pas cette application. Si par contre elle me dit j'ai envie de retrouver un cycle, arrêter les hormones, on aimerait bien essayer avec mon conjoint dans 6-7 mois, mais bon, si ça vient avant, ça vient avant, effectivement, pourquoi pas. Donc je pense qu'on peut pointer du doigt la patiente qui n'est pas bien informée, mais à mon avis, le vrai problème en amont, c'est le site qui n'informe peut-être pas bien. Effectivement. Ça t'inspire quelque chose? Je vois que tu prends des petites notes, Marion. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur ça? Oui, j'organise ma pensée. C'est vrai que je pense qu'en revenant un peu sur les rapports de pouvoir entre médecins et patients et patientes, et l'idée que j'espère ça change. En tout cas, ça pose fondamentalement la question de la formation des médecins, et notamment sur les questions de contraception et d'avortement. Il y a les travaux de Maud Gelly qui montrent bien que ces questions occupent très peu de place dans le parcours des médecins généralistes, en tout cas. Et on voit quand même qu'il y a toujours des refus de poser des DIU au nullipare, etc. Il y a encore des représentations qui sont assez importantes, même si je pense que ça se relativise. Est-ce que tu peux juste préciser le sens du terme nullipare? Nullipare, qui n'a pas eu d'enfant encore. Et puis je pense quand même que ces applications posent la question du manque d'alternatives, parce qu'en tout cas les enquêtées rencontrées, elles ont toutes ce que j'appelle une carrière contraceptive, elles ont tout testé, elles sont passées, donc, pourtant elles sont très jeunes, elles ont une trentaine de femmes donc rencontrées qui ont moins de 27 ans, et elles sont toutes passées par la pilule
qui convenait pas, donc implant qui convenait pas, anneau qui convenait pas, stérilet au cuivre qu'elle rejette. Et donc là, on se tourne vers les méthodes dites naturelles. C'est très rare d'y arriver directement sans avoir avant testé d'autres méthodes. Donc il y a un peu aussi cette question du manque d'autres alternatives quand on veut ni une contraception hormonale, ni un dispositif en interne. Après, sur la stigmatisation quand même des personnes qui font ces méthodes, et ce qui fait aussi qu'on a beaucoup de mal à les estimer et qu'elles sont peu prises en compte par les stats, là on sait qu'elles sont autour de 5% selon le baromètre santé 2016 à se tourner vers des méthodes alternatives, mais voilà, on ne sait pas exactement, surtout que c'est souvent combiné avec d'autres méthodes. En tout cas, elles évitent de se déclarer comme pratiquant une méthode dite naturelle. Parce que c'est mal vu ? Parce que c'est mal vu. Là, les enquêtées que j'ai rencontrées, elles ont aussi vécu des mauvais moments avec les médecins qu'elles ont vus, et donc sont dans une stratégie d'évitement complet du corps médical, que ce soit les gynécos ou tous les généralistes en fait. Et elles savent très bien aussi que si elles se retrouvaient enceintes et qu'elles venaient avorter, elles auraient une double stigmatisation de dire bon bah déjà je dois avorter, et en plus c'est d'une méthode qui est pas reconnue officiellement, et donc la double peine en fait. En fait, on leur dit qu'elles sont irresponsables, c'est ça la critique qu'on leur adresse. Ça, elles ont complètement conscience de ça, c'est qu'elles disent si je tombe enceinte, ça serait une défaillance de ma part et non pas une défaillance de la méthode. Alors que je pense quand même qu'il faut rappeler qu'il n'y a aucune méthode qui est à 100% et que en fait ces défaillances, elles viennent dans tous les cas des méthodes elles-mêmes. On n'arrivera pas à un avortement zéro, il y a un taux d'échec qu'on n'arrivera pas à réduire, et donc là, ces personnes qui se tournent vers les méthodes dites naturelles, elles vivent un peu cette double peine de à la fois devoir assumer ça, ces méthodes, et si jamais elles devaient avorter, une autre stigmatisation qui viendrait là-dessus. Du coup, si on se demande si ces applications pourraient un jour remplacer la contraception, justement, j'ai envie qu'on en vienne à cette question que je vous posais tout à l'heure, enfin en tout cas on a abordé à demi-mot, cet univers en fait tout simplement de la menstrutech. Je fais un petit lien avec le terme inventé par le journaliste Lucie Ronfaux, excuse-moi Lucie, j'ai écorché ton nom, qui explique donc voilà, que c'est un écosystème en fait composé principalement d'applications, mais de plein d'outils technologiques autour de tout ce qui est le cycle menstruel. Est-ce que justement le retard qu'on observe dans ce domaine que vous avez souligné, il n'explique pas aussi le manque de confiance dans ces outils ? Non, je crois pas. Alors, c'est un avis strictement personnel. Je peux pas dire que j'ai interrogé les gens à ce sujet, mais je pense que le retard dans la menstrutech, il est lié à un fait sociologique de la position de la femme et de la vision du cycle féminin au sein de la société. C'est quand même quelque chose qui est tabou encore au XXe, XXIe siècle, ce qui semble malheureux. Il y a plein de choses. Alors, je pense que c'est assez facile de sortir dans la rue, de s'interroger entre amis en soirée et de voir l'effet du mot règle en soirée. Enfin, ça paraît complètement fou quand on y pense. Donc je pense que le retard dans la menstrutech, il vient de là. C'est que la e-santé, c'est arrivé assez vite, en même temps avec l'avènement des smartphones, on va dire. Mais il y avait toujours cette barrière de se dire, est-ce que c'est pas un peu controversé, subversif d'aller lancer une application pour quelque chose qu'on veut taire en fait, quelque chose qu'on veut cacher, quelque chose dont on ne veut pas parler. Donc je pense que le retard il vient de là, mais je pense pas que ça crée une méfiance chez les utilisatrices, parce que je pense que toutes les femmes, en tant que femmes, on a conscience de ce tabou que notre corps peut représenter pour beaucoup. Oui, tu parles du tabou, il y a un bon exemple qui l'illustre, c'est Apple qui avait fait une application donc, dédiée à la santé et qui avait tout simplement oublié, parmi de très nombreuses mesures de notre corps, associées à notre corps, de mettre une option tout simplement pour pouvoir suivre ses menstruations. Donc heureusement à ce moment-là qu'on avait d'autres applications qui avaient déjà commencé à arriver pour les personnes qui voulaient les avoir à disposition. Donc ça montre bien effectivement ce tabou. Pourquoi énorme. monitorer le poids, la température et pas les règles ? Quelque chose qui arrive quand même une fois par mois. Relativement fréquent pour... Et une autre question que je me pose, c'est pourquoi finalement ces applications, elles sont si simplistes ? Parce que si je vous suis bien, donc on a des méthodes naturelles qui reposent sur la température, sur des calendriers. Finalement, dans ces applications, on retrouve la même chose. Comment ça s'explique qu'on n'ait pas inventé quelque chose de nouveau grâce à ces nouveaux outils, tout simplement ? Alors, j'ai pas de réponse. En fait, c'est parce que moi-même, je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait inventer
de nouveau d'un point de vue technologique en fait. On pourrait imaginer un outil vraiment très invasif, par exemple avec une prise de sang quotidienne pour monitorer vraiment les hormones, ce qui rendrait les choses extrêmement précises, bien plus qu'une prise de température ou l'observation de la glaire. Mais vous imaginez faire une prise de sang tous les jours, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de... Enfin, peut-être que des femmes seraient motivées à... Oui, ça serait pas juste un outil dans un smartphone. Bah si, parce qu'on pourrait rentrer du coup le taux d'hormones quotidien et l'application pourrait dire ce taux d'hormones-là, c'est votre ovulation, donc attention. Mais j'envisage pas. Non, ça serait faisable, mais en tout cas, je ne me ferai pas une prise de sang tous les jours pour voir ma période d'ovulation, mais c'est personnel. Bien sûr. Et Marion, auprès des enquêtés que tu as pu rencontrer, est-ce qu'il y a cette critique-là ? Est-ce qu'elle trouve que ces applications sont peut-être parfois simplistes ? Est-ce que tu en parlais comme ça ou pas ? Je n'étais pas partie là-dessus. Tu étais partie sur quoi ? Dis-nous ta pensée. Alors, c'est une anthropologue, Emilia Sanabria, qui travaille sur la question, je pense à la question du tabou. Comment ça se fait qu'un événement qui intervient grosso modo tous les mois chez la moitié de l'humanité reste perçu comme anormal et bizarre en réalité, et mal vécu par quand même pas mal de monde. Est perçu comme en fait quelque chose d'anormal. Et pour revenir un peu sur le retard dans la menstrutech et comment ça se fait que la vision du cycle féminin et des menstruations reste tabou, et ben encore une fois c'est quand même très lié au développement des recherches en scientifiques et qui ont contribué à façonner et à diffuser un modèle d'un corps féminin qui est instable et dysfonctionnant depuis en réalité un bon paquet d'années, c'est les travaux de l'historien Lacker là-dessus. Et les recherches en endocrinologie à la fin du 19e et début du 20e m'ont vraiment pas aidé. Et on a commencé à associer en réalité à tout un tas de dysfonctionnements, en tout cas perçus comme tels, des variations hormonales qui en seraient les causes. Et ça, en fait, c'est des croyances qu'on a toujours gardées aujourd'hui, alors même que la neurobiologie est venue contester, les travaux en génétique sont venus contester ces idées. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas une hormone qui serait masculine, une hormone qui serait féminine. Donc voilà, en tout cas, on garde quand même cet héritage d'un corps féminin qui est gouverné par les hormones et qui est, on a l'exemple de l'hystérie aussi, qui a été basé là-dessus, et du coup, qui est à contrôler. Ça, on le retrouve particulièrement dans les consultations de contraception, consultations gynéco. Je pense aux travaux de Laurence Guyard, qui voit les normes, notamment de genre, à l'œuvre lors de ces consultations, et qui montre comment la féminité reste associée aux fonctions reproductrices. Et du coup, ce qui pousse les gynécos à attribuer une place fondamentale aux règles pendant ces consultations. Donc on va demander la consistance des règles, la régularité des règles. C'est quelque chose qui revient souvent, qui peut être d'ailleurs régulé par des contraceptifs hormonaux dans certaines prescriptions. Et puis l'idée qu'il ne faut pas que les règles soient quelque chose de contraignant. Sauf que partir de l'idée que les règles seraient naturellement contraignantes, c'est contribuer à diffuser le modèle d'un corps féminin qui est du coup négatif et à contrôler. Mais alors du coup, les applications dont on parle, elles échappent pas toutes à cet élément que tu évoques, justement ces biais de genre. Il y en a plein qui sont extrêmement roses, etc., girly, ou qui en tout cas mettent l'accent sur la procréation. J'imagine que tes enquêtés t'en ont parlé. Oui, ces applis, elles ont tout un tas... Alors oui, sur la question, est-ce qu'elles sont simplistes, est-ce qu'elles sont girly, c'est vrai que c'est une des critiques qui est apparue. En fait, il y a quand même une sorte de progression dans l'utilisation de ces applis. Il y a un moment où, en fait, elles en ont un peu marre. Et il y a un souci de... Autant elles ont voulu sortir d'une relative dépendance envers le corps médical en se disant « Moi, je ne dépends pas d'un médicament, je ne dépends pas d'une prescription, je ne dépends pas d'un dispositif intra-utérin. Et là, je dépends d'une application parce que si l'application, elle tombe en panne ou je ne sais pas, je perds mon téléphone ou j'ai un bug, comment je fais ?» Donc ça, c'est une des principales limites de ces applis, c'est la dépendance qu'elles entraînent. On a aussi... Nicolas Ascar qui travaille là-dessus, le fait que déléguer ce travail à une application, un outil numérique, en réalité, ça n'entraîne pas une réelle connaissance de comment ça fonctionne concrètement, comment tu ferais sans cette application-là. Donc il y a cette question de est-ce que en fait, je saurais faire par moi-même ? Et puis il y a la question de l'utilisation des données, ça qui est absolument énorme. Clou, je sais plus quel est le nombre de données qu'on peut rentrer, je crois que c'est plus d'une vingtaine qui vont de qu'est-ce que j'ai mangé, la qualité, la quantité de mes selles, les rapports sexuels, mes rendez-vous, le sport,
combien de temps j'ai dormi, et puis tous les classiques, la glaire, les températures, la prise de pilules, en fait une quantité astronomique, la qualité de la peau, la qualité des cheveux, et ça on sait pas où ça part. Et puis Clou a fait une politique vraiment assez agressive de campagne, de pub, on peut même synchroniser les cycles, donc voir les cycles des copines, avec la campagne derrière d'éduquer à la santé menstruelle. En réalité, effectivement, on voit que c'est aussi une injonction à observer son corps, à normaliser ce corps, parce que ces applis, elles reprennent des données. Par exemple, le fait qu'un cycle dure environ 28 jours, ça c'est une donnée, mais qui a été construite par le corps médical et qui n'est pas partagée par toutes les femmes, par toutes les personnes menstruées. Et par exemple, les applis prédictives comme Clou, elles vont, quand on rentre le premier cycle, elles vont tout de suite nous proposer une ovulation à J14, si on ne met pas d'informations, et des règles à J28 avec un syndrome prémenstruel qui est déjà marqué sur l'application, alors même que si t'as pas de syndrome prémenstruel, c'est pas grave, il est marqué en fait. Il y a un petit nuage qui apparaît. Donc tout ça, ça contribue à normaliser les corps et à faire ressentir aux personnes ce qu'en fait elles ressentent pas forcément. Et à se faire sentir aussi qu'elles sont pas forcément normales parce que leur ovulation, elle tombe pas à ce qui est prévu et leurs règles n'arrivent pas au moment qui est prévu et du coup, je suis pas normale. Et du coup, cette normalisation que tu évoques, Marion, ça m'intéresse qu'en tant que gynécologue, c'est quelque chose qu'il faut craindre. Est-ce que ça s'inspire quelque chose de négatif ? Alors, pour pouvoir informer et discuter avec les patientes, on est forcément obligé de faire des généralités. Quand on parle de cycle qui dure 28 jours, c'est une moyenne. Et en tout cas, moi, pour ma part, quand je discute avec une patiente, j'explique bien que c'est une moyenne. En moyenne 28 jours, en moyenne ovulation au 14e jour. Donc on est un petit peu obligé de faire rentrer les cycles dans des cases pour pouvoir informer les patientes, mais il est clair que c'est aussi dans notre devoir de leur expliquer que c'est pas le cas de toutes, parce que effectivement c'est à double tranchant en fait. Ça peut être bien de cadrer et d'expliquer les choses avec des valeurs chiffrées et objectives, mais en même temps ça peut effectivement faire surgir des craintes qui ne devraient pas. Par exemple, un exemple très très bête, mais quand une patiente démarre une grossesse, on leur donne, elles peuvent calculer la date du début en leur disant que c'est à peu près 14 jours après les règles, et parfois à l'échographie on se rend compte que non, c'était 3 semaines, même un mois parfois, et donc elles sont complètement paniquées. Je comprends pas du tout, ça correspond pas à mes dernières règles. Et c'est vrai que ce genre d'injonction et de l'ovulation c'est 14 jours après, ça peut parfois leur mettre des idées inquiétantes pour elles. Alors qu'on explique bien que le cycle il est propre à chacun, qu'il faut effectivement apprendre à le reconnaître quand on a l'occasion, puisque les cycles avec pilule c'est des faux cycles, c'est pas du tout des cycles en fait, les règles sont des fausses règles, c'est des règles qui ne sont pas liées à une sécrétion hormonale de la patiente. Et qu'effectivement, l'ovulation chez Madame Machin, ce sera 14 jours, et chez Madame Truc, ce sera 15 jours, 16 jours, 17 jours. Et ça peut être un écueil dans lequel on rentre quand on se sent hors de la norme. Mais c'est notre devoir à nous, en tout cas, d'expliquer que non, en fait, que tout type de cycle existe et qu'on voit de tout. Mais par contre, on est obligé d'avoir des espèces de chiffres à donner pour donner une idée aux patientes et leur expliquer du mieux qu'on peut. Ok, moi je voulais aussi vous demander, à votre avis, pourquoi est-ce que justement la science, depuis des années, elle n'évolue pas pour aider les femmes ? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de femmes justement dans toutes ces entreprises qui mettent des applications mais finalement font peut-être les choses à moitié ? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de représentation dans des sociétés qui font des applications comme ça que c'est encore difficile et qu'on avance assez lentement ? Quoi, on avance assez lentement par exemple sur des applications mieux faites, toutes les critiques ou en tout cas toutes les limites que vous exposiez, des applications qui par exemple sont pas forcément toujours efficaces, qui vont présenter un syndrome prémenstruel alors qu'on n'en a pas forcément, qui vont pas tenir compte du fait qu'on a arrêté la pilule par exemple. Je crois que c'est Clou qui croit que quand on n'a pas pris sa pilule, qui nous alerte en tout cas du risque de tomber enceinte. Donc est-ce que toutes ces applications qui ont les limites que vous évoquez, les ont parce qu'elles sont peut-être pas aussi... elles montrent peut-être que l'univers, en tout cas le business, on en parlait justement dans un précédent épisode avec une femme qui est entrepreneur dans la sextech, et elle nous expliquait clairement que ses difficultés à trouver des investissements venaient du fait qu'il y avait une majorité d'hommes en fait autour de la table quand elle voulait négocier, quand elle voulait obtenir quelque chose. Et est-ce que ce problème, à votre avis, s'il existe effectivement dans la menstrutech, dans ces applications
type contraception. Est-ce que ça peut expliquer toutes ces limites ? Honnêtement, je sais pas. Évidemment que je sais pas quelle est la proportion de femmes qu'on peut trouver dans la menstrutech et à l'origine de ces applications. En fait, ces applications, elles ont la limite que la nature leur impose, en fait. Alors, effectivement, on pourrait discuter du schéma genré avec des papillons, des fleurs, des roses, et ça, c'est complètement autre chose. Et c'est toujours, pour moi, la position sociologique de la femme dans la société, c'est presque infantilisant en fait, ce design avec voilà, des nounours, des petites roses. Bon, ça c'est une première chose, et peut-être effectivement que le fait que ça soit pas créé par une femme, j'en sais rien. Là pour le coup, j'ai aucune idée de qui a créé ces applications, je vous le cache pas. Ça pourrait expliquer ce design un peu régressif et enfantin. Mais par contre, les limites de l'application, elles sont ce qu'elles sont parce que la nature, elle est ce qu'elle est en fait. Je vois pas comment on pourrait proposer une application plus performante qu'une application qui monitore la température, les règles, la qualité de la glaire et même plus, comme disait Marion, la qualité des cheveux, de la peau et ainsi de suite. C'est les limites de cette méthode parce que cette méthode a des limites. Voilà, c'est plus les limites scientifiques que les limites, enfin en tout cas un problème de représentation, oui. À ton avis. Pour moi, l'amélioration qu'on pourrait trouver sur ces applications, c'est changer vraiment le design et garantir une protection des données. Parce que comme l'a très bien dit Marion, quand on renseigne combien de sport on fait, quand est-ce qu'on a des rapports et qu'est-ce qu'on mange, c'est des données qui peuvent être utilisées à tire-larigot par le marketing, les publicitaires et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment un enjeu pour moi au sein de ces applications. Mais la limite scientifique de la performance de ces applications, pour moi, elle ne peut pas se modifier. Ce serait plus une histoire de forme plutôt que de fond, en fait. Et toi, Marion, qu'est-ce que tu en penses ? Toi qui t'es un peu intéressée à ces applications, est-ce que tu penses que c'est lié en partie aux personnes qui font ces applications, ou est-ce que tu es plutôt d'accord avec cet argument de c'est juste les limites scientifiques auxquelles elles se heurtent, ces techniques ? J'ai l'impression que les limites de ces outils viennent dans le fait de quantifier des choses qui ont trait à des ressentis. Et en tout cas, dans les facteurs de succès, de réussite de ces méthodes parmi les enquêtés que j'ai rencontrés, elles associent en réalité beaucoup plus de symptômes, donc très personnels, du type je me sens boudinée dans mes vêtements, donc je sais que mes règles vont arriver, j'ai envie de manger du chocolat, enfin tout un tas d'autres symptômes en fait, qui sont difficilement quantifiables. Or, une appli, elle est censée être faite pour tout le monde, avec des boutons qui ressemblent un peu à tout le monde. Alors oui, on pourrait faire des efforts sur le rose, oui, on pourrait faire des efforts sur le fait que des fois les pictogrammes ils correspondent pas exactement à ce que tu ressens, donc on pourrait faire une variété, comme il y a eu l'idée sur les émoticônes sur les réseaux sociaux, d'avoir par exemple une diversité des couleurs, enfin voilà, des choses comme ça qui permettraient d'avoir une plus grande représentativité. Mais c'est vrai que ces applis, faut pas oublier qu'elles reposent juste sur des algorithmes et elles appliquent une méthode, donc en soi, est-ce qu'elles peuvent être perfectionnées ? La question elle serait plus, est-ce qu'on peut utiliser un outil numérique pour ce type de méthode, ou est-ce qu'il faut conserver plutôt une transmission entre personnes, par exemple je pense aux méthodes Billings qui continuent à se former de face à face, ou alors avec un suivi d'une conseillère qui valide, etc. C'est peut-être plus là-dessus qu'on pourrait améliorer. Ça pose aussi fondamentalement la question de l'éducation, globalement l'éducation sexuelle et l'éducation menstruelle, et c'est vrai que ça j'ai pas une réponse, mais qui doit la faire, en sachant que les médecins ils et elles font ce qu'ils peuvent dans le temps qui leur est imparti. À l'école c'est pas forcément mieux, on sait que l'éducation sexuelle c'est censé être 3 séances par an et par classe pendant toute la scolarité. C'est pas du tout appliqué. Si on a une séance pendant toute la scolarité, c'est déjà incroyable. Donc je pense que aussi tous ces tabous, cette méconnaissance du cycle qui fait qu'on arrive avec des personnes qui savent pas ce que c'est une ovulation, qui savent pas ce que c'est un cycle, elle vient aussi de ça. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez imaginer un futur dans, je sais pas, 40, 50, 100 ans, comme vous voulez, où les applications auraient remplacé la contraception, ou ça vous paraît inimaginable ? Moi, ça me paraît inimaginable parce que, comme je l'ai dit au tout début, c'est une contraception qui a vraiment des limites et que je ne pourrais pas conseiller à quelqu'un qui veut être sûr au maximum de ne pas tomber
de ne pas démarrer une grossesse en fait. Donc j'ai du mal à imaginer que dans 100 ans, on ait mis au point un outil performant au point de pouvoir supplanter à tout type de contraception, qu'elle soit hormonale ou non, y compris les méthodes barrières comme le préservatif par exemple. Hein, moi, c'est souvent l'alternative que je conseille aux patientes qui ne souhaitent ni stériler ni méthode hormonale. Mais pourquoi pas ? Il faut jamais dire jamais, et la science avance à une vitesse assez folle. D'ailleurs, je voulais rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure. C'est pas vrai de dire que la science n'étudie pas le corps de la femme. C'est probablement vrai en sciences technologiques, mais pas du tout en médecine, où effectivement, dans le domaine de la gynécologie et de l'obstétrique, on continue d'étudier, de se remettre en question. La contraception a notamment fait l'objet de remise à jour des recommandations cet hiver encore au sein du collège. Donc on peut pas vraiment dire que la science... Alors, elle s'y est intéressée tardivement, ça c'est très vrai, hein, comme l'a dit Marion, mais qu'en tout cas actuellement elle carbure pas, en tout cas elle fait ce qu'elle peut. Et peut-être dans 100 ans, on arrivera à trouver effectivement un monitorage des hormones dans le sang un peu moins invasif qu'une vraie prise de sang, et auquel cas, peut-être qu'on pourrait arriver à un outil technologique beaucoup plus performant, mais bon, j'avoue que j'ai un peu de mal à me projeter. Mais et toi, Marion, tu te projettes dans ce futur hypothétique ? C'est vrai que ça rejoint un peu toute la problématique des GAFAM, c'est que, par exemple, Clou, donc qui revendique 1 million de personnes utilisatrices dans le monde, fait un vrai travail d'éducation pour le coup, alors avec des stéréotypes, mais qui essaye de limiter. C'est-à-dire que quand on rentre la quantité des règles, et c'est noté une petite notice en dessous, voilà, quel est à peu près ce qui est normal de perdre de sang. Si vous en perdez plus, allez voir un médecin, etc. Donc ils et elles font ce travail d'éducation-là. Après, quel contrôle des données on a là-dessus ? On n'en a pas, c'est-à-dire que quand on s'inscrit, c'est écrit que nos données sont utilisées pour des recherches. Alors, c'est promu que c'est des recherches pour aider la santé menstruelle. Tu es plutôt dubitatif sur ce futur... Que ça soit utilisé comme contraception, comme moyen principal de contraception, je n'y crois pas. Par contre, que ça soit utilisé comme un moyen à un moment pour connaître son cycle et le comprendre et le mieux le vivre, ça m'est absolument certain, parce que toutes les enquêtées, toutes les jeunes femmes du planning entre 17 et 19, elles ont toutes une appli. Ça, c'est évident, qu'elles combinent avec d'autres modes de contraception. Hein, soit elles sont sous pilule, mais elles observent quand même. Alors bon, c'est pas trop ce qu'elles observent, mais elles observent. Ou alors entre deux contraceptions. Donc ça, c'est pas déclaré comme contraception, mais du coup, entre deux pilules, elles vont un peu compter sur leur appli. On a celles qui ont un DIU au cuivre, mais qui ont quand même leur appli, et qui du coup cumulent à ne pas avoir de rapport pendant les périodes d'ovulation. Donc on a des hyper sécurisés du rapport. Par contre, c'est vrai que... plus largement que la question des applis, les recherches se développent sur les autres méthodes de contraception que les méthodes classiques, hein, parce que de toute façon la pilule, elle n'arrête pas de baisser. Là on est à 35% d'utilisatrices de la pilule, et là je pense notamment dans mon labo, le laboratoire genre et contraception, on travaille sur toutes les questions de stérilisation volontaire, donc que ce soit les stérilisations dites féminines ou masculines. Donc c'est des travaux de recherche qui se lancent en fait. Très bien. Écoutez, je crois que ça va être le mot de la fin de ce podcast. Merci. Merci à toutes les deux d'être venues nous parler des applications, de la contraception. J'espère que vous avez passé un bon moment. Oui, c'était intéressant pour vous. Aussi intéressant pour vous que pour moi, et je l'espère pour nos futurs auditeurs et auditrices. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro de Club Internet, le podcast de Numérama, pour débattre d'un autre sujet. Club Internet.